Il est temps maintenant d'étudier des cas historiques concrets tirés de l'histoire contemporaine pour montrer qu'il n'existe aucun déterminisme en matière d'avancée ou de recul de la démocratie. Au Chili, une démocratie socialiste en train de se construire a été renversée par un coup d'État militaire qui ensuite s'est institutionnalisé. En Espagne, après la mort de Franco, une transition vers la démocratie s'est faite dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle et parlementaire, tandis qu'au Portugal, une révolution militaire a instauré la démocratie qui a peiné à s'installer, se consolider. Prenons d'abord l'exemple du Chili. Au Chili, en 1970, s'est imposé un gouvernement d'unité populaire dirigé par Salvador Allende qui a cherché à construire dans ce pays sud-américain en retard de développement une démocratie socialiste. Cette expérience a été de courte durée puisqu'elle a été interrompue par un coup d'État militaire mené par le général maréchal Pinochet en 1973. Intéressons-nous à cette évolution. D'abord, précisons l'expérience de Salvador Allende. Salvador Allende a été un des fondateurs dans les années 1930 du Parti socialiste chilien. Il a participé à l'époque, à la fin des années 30, au gouvernement de Front populaire de Pedro Aguirre Cerda. Puis, dans les années 50-60, il s'est plusieurs fois présenté aux élections présidentielles au Chili en perdant parce qu'il n'avait pas réussi à faire derrière lui l'unité de la gauche. C'est ce qu'il parvient à faire à la fin des années 60 dans le cadre de l'unité populaire qui va des communistes jusqu'à la gauche chrétienne, centriste, modérée, ce qui lui permet de remporter les élections législatives de 1970 et d'être nommé président de la République. Il est porteur, dans le cadre d'une sorte de mystique révolutionnaire qui touche l'Amérique latine, à l'époque d'un projet de transformation en profondeur du Chili pour lutter contre les inégalités socio-économiques, pour installer une démocratie libérale tout en étant socialiste, faire participer le peuple à ses propres institutions. Ainsi, pour la première fois en 1970, dans son gouvernement d'unité populaire, des ouvriers chiliens sont nommés ministres. Salvador Allende entend bâtir une voie chilienne vers le socialisme. De quoi s'agit-il? D'abord de mesures d'urgence, car le Chili connaît une profonde crise économique et sociale. Ces mesures d'urgence sont destinées au peuple, avec par exemple la création d'une sécurité sociale au Chili, ou alors le relèvement des salaires, notamment des ouvriers, mais aussi un effort éducatif, l'envoi de 55 000 volontaires dans le sud du pays pour éduquer les populations pauvres, et la création de bourses pour envoyer les enfants issus des minorités indiennes dans les universités de Santiago. Ce plan d'urgence est complété par la création de 120 000 logements destinés aux familles pauvres. Au-delà de ces mesures conjoncturelles, il existe une politique plus structurelle qui vise à transformer en profondeur la vie politique, sociale, économique du Chili. Sur le plan économique, Salvador Allende décide du lancement d'une sorte de New Deal à la chilienne, reposant sur l'augmentation de tous les salaires et des minima sociaux. Ainsi, dans les premières années de son gouvernement, les salaires ouvriers ont été augmentés de 100%. Parallèlement à ce New Deal, à cette politique de relance, il y a une vague de nationalisation qui permet au peuple de retrouver le contrôle des ressources du pays, des entreprises du pays. Ça touche à peu près tous les secteurs, depuis la banque et l'assurance jusqu'à l'industrie, en passant par les mines. Prenons l'exemple de l'industrie du cuivre, qui est l'industrie fondamentale pour l'économie chilienne, aux mains d'entreprises américaines qui ont été à l'époque expropriées, à l'image de Kennecott et d'Anaconda. Parallèlement au plan de relance et aux nationalisations en chaîne, Salvador Allende décide de reprendre la réforme agraire, c'est-à-dire de redistribuer la terre aux paysans. Ce sont ainsi en quelques années 100 000 familles qui se voient redistribuer à peu près 6 millions d'hectares, avec pour elles l'engagement à créer des conseils paysans pour travailler ensemble la terre dans une logique socialiste. Cette politique de transformation en profondeur de la vie économique, sociale chilienne se déroule dans le cadre des institutions qui ont été créées dans le pays en 1925 et qui ont instauré une république démocratique et libérale. Donc il est notable qu'on est dans le cadre de la légalité constitutionnelle. Cette politique ambitieuse de socialisme démocratique suscite un très grand nombre de résistances et d'oppositions, à la fois au Chili, mais même en dehors
du Chili, de la part des États-Unis notamment, et dans le cadre d'un continent américain qui est marqué depuis les années 60 par une succession de coups d'État militaires contre le danger socialiste, marxiste. C'est ainsi, dans un premier temps, que les résistances viennent des États-Unis et plus globalement des milieux d'affaires, des milieux économiques. Aux États-Unis, des grandes firmes multinationales comme Kennecott et Anaconda, dans le cuivre, ont été expropriées sans indemnisation. Allende est revenu sur le principe d'indemnisation. Et d'autres entreprises américaines comme ITT, International Telephone and Telegraph, ou Ford se sentent menacés dans leurs investissements, leurs propriétés privées, et en cela, ils rejoignent les inquiétudes des milieux d'affaires, des milieux économiques chiliens, notamment les milieux financiers, bancaires, qui professent des idées de droite libérale, voire de droite extrême, condamnant une révolution perçue comme une révolution à la cubaine, sachant que Allende et Castro sont proches, sont des amis. Et dans ce contexte-là, vous avez un début de fronde contre la politique d'Allende qui recoupe aussi les inquiétudes de l'armée chilienne qui commence à préparer un coup d'État, soutenu par la hiérarchie épiscopale qui craint elle aussi le socialisme marxiste. Le problème, c'est que les résistances et les oppositions viennent aussi de l'intérieur de l'unité populaire, notamment de l'extrême gauche qui soutient le gouvernement d'unité populaire sans forcément participer. C'est le cas du mouvement de la gauche révolutionnaire, le MIR, qui a été créé en 1965, qui revendique d'armer le peuple face aux menaces de contre-révolution menées par l'armée. Et ça, Allende ne peut pas l'accepter parce que certes, il défend des idées socialistes, mais il est aussi très attaché à la démocratie et aux libertés, si bien qu'il s'aliène une partie de l'extrême gauche et donc de sa base politique. Cette expérience de socialisme démocratique dure finalement peu de temps, puisqu'au bout de 3 ans, l'armée, dirigée par Pinochet, réalise un coup d'État, instaure donc une junte militaire qui rapidement s'institutionnalise. Il faut d'abord comprendre dans quel contexte se réalise ce coup d'État du 11 septembre 1973. Le Chili est en effervescence, en ébullition, avec des mouvements de grève qui sont aussi bien des mouvements de rejet de la politique d'Allende, orchestrés par la droite chilienne et par les États-Unis. On pense aux 2 grandes grèves des camionneurs de 1972 et 1973 qui bloquent le pays. Mais les grèves et les manifestations viennent aussi des ouvriers, en particulier des mineurs, qui revendiquent des hausses de salaire toujours plus importantes et des réformes toujours plus abouties. C'est dans ce contexte-là que l'économie chilienne se bloque, l'inflation est extrêmement forte et les cours du cuivre sur les marchés internationaux s'effondrent. C'est ainsi que la situation devient absolument catastrophique. Allende est obligé, pour essayer d'amenuiser les résistances et les contestations, d'ouvrir son gouvernement à des membres de l'armée, à des membres modérés de l'épiscopat chilien, mais ça ne suffit pas. Il est de plus en plus isolé et contesté à l'été 1973. Il est dès lors évident, en septembre 1973, que l'unité populaire est incapable de maintenir l'ordre dans le pays. Et c'est ainsi que l'armée décide d'intervenir. C'est d'abord un soulèvement dans la journée du 11 septembre 1973 de l'armée stationnée à Valparaiso. Et à la fin de la journée, la prise du palais de la Moneda, qui est le siège de la République chilienne, et la mort de Salvador Allende, qui se suicide au milieu des combats militaires. Dès lors, une junte militaire, dirigée par le commandant en chef, le général Augusto Pinochet, prend le pouvoir et décide de suspendre toutes les libertés individuelles et politiques qui existaient dans le pays, de censurer la presse, d'interdire les principaux organes de presse et de décréter à la fois l'état de siège et l'état d'urgence. Le discours qui justifie ce coup d'État militaire est un discours fondamentalement anticommuniste. Allende est associé aux dangers soviétiques et cubains qui pèsent sur l'Amérique latine et l'armée décide d'appliquer l'idéologie dite de la sécurité nationale qui rejette l'idée de la lutte des classes au nom de l'unité nationale. Dans les faits, cette révolution militaire de 1973 au Chili prend pour modèle celle du Brésil
en 1964, qui à l'époque aussi avait été soutenu par les États-Unis. Avec le recul, on met en effet en avant toute l'importance de la CIA et des firmes transnationales américaines qui ont pesé sur la décision d'aider Pinochet à prendre le pouvoir et à faire triompher cette idéologie de la sécurité nationale. Au nom de cette doctrine de la sécurité nationale, la junte militaire dirigée par Pinochet procède d'abord à une large épuration. Entre 3 et 5 000 Chiliens soupçonnés d'idées socialistes ont été purgés. De la même manière, les opposants au régime ont été emprisonnés, traqués, assassinés. On sait avec le recul qu'il existe 300 000 à 400 000 victimes au sens de personnes qui ont été tuées ou qui ont disparu ou qui ont été emprisonnées au nom justement de la lutte contre le socialisme marxiste au Chili. Pinochet décide de suspendre la légalité institutionnelle, donc ce qui n'avait pas eu lieu depuis 1925, et d'instaurer un état d'exception. Dans cet état d'exception, toute trace de la démocratie n'est pas éliminée, dans la mesure où Pinochet pratique le référendum. Déjà en 1978, pour asseoir son pouvoir, les 3/4 des Chiliens le soutiennent par la voie des urnes. Ensuite, en 1980, pour faire approuver une nouvelle constitution qui, évidemment, renforce les pouvoirs de l'exécutif. Donc on n'est pas en dehors de tout cadre démocratique, mais la démocratie se limite au plébiscite, au lien direct entre le chef et le peuple. D'un autre côté, le rôle du Parlement est supprimé dans la mesure où Pinochet gouverne par un ensemble de décrets-lois passant par-dessus la représentation nationale pour transformer le Chili, en particulier transformer l'économie chilienne par le biais de réformes de type néolibéral, monétariste. De ce point de vue-là, le Chili a été une sorte de laboratoire des nouvelles politiques menées ensuite par Thatcher en Angleterre ou par Reagan. Et les Chiliens ont soutenu cette politique dans les années 1980. Tout ça a permis au coup d'État de Pinochet de s'institutionnaliser au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Il est donc frappant qu'il ait cherché une légitimité constante dans les référendums. Et à cet égard, c'est bien un référendum en 1990 par lequel les Chiliens ont décidé de le chasser du pouvoir.